Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on poursuit nos vidéos sur l'histoire des Bulls et notamment comme on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, l'histoire des Baby Bulls, cette équipe jeune, fougueuse qui a ramené les Bulls en playoff pour la première fois depuis la fin de l'ère Jordan, Pippen, Jackson, etc. Le tout avec un coach Skiles qui a vraiment mis sa patte sur cette équipe, un coach qui est extrêmement exigeant et qui a surtout installé une mentalité défensive euh, très, très importante dans cette équipe. Mais on s'est rendu compte lors des deux saisons précédentes où les Bulls ont donc retrouvé les playoffs qu'il manquait un petit peu de scoring à l'intérieur avec le problème de santé d'Eddie Curry, puis le fait qu'il a été tradé l'été suivant. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un manque à ce niveau-là pour les Bulls. Donc c'est un petit peu ce qu'ils vont essayer de rechercher à l'été 2006. Mais il y a des décisions un petit peu étranges cet été-là. Déjà à la draft, on se retrouve un petit peu par miracle avec le pick numéro 2 parce qu'en fait c'est le pick des Knicks justement du trade d'Eddie Curry l'été précédent. Donc on avait récupéré leur pick de draft et comme les Knicks ont été absolument dégueulasses comme très souvent, on récupère le pick numéro 2 grâce à eux. Le problème c'est qu'on va un petit peu le gâcher parce qu'on sélectionne LaMarcus Aldridge. Jusqu'ici pas de soucis, tout va bien. Le problème c'est qu'on le trade à Portland dans la foulée pour récupérer leur pick, qui était le pick numéro 4, et un certain Tyrus Thomas, énorme potentiel athlétique, mais quand même beaucoup plus de doutes à ce niveau-là, et l'intérieur russe Victor Kriapa, qui arrive également de Portland. Euh, à l'époque, c'est vrai que les Bulls avaient certains doutes avec LaMarcus Aldridge parce qu'il avait subi une opération et eu quelques blessures lors de sa dernière saison NCAA. Donc ils n'étaient pas sûrs de pouvoir compter sur lui tout de suite et voir comment il allait revenir. Donc du coup c'est un petit peu aussi pour ça à l'époque qu'ils avaient justifié ce choix. Euh, autre mouvement à la draft, ils avaient le pick numéro 16 et ils ont drafté Rodney Carney. Mais lui non plus, un peu comme la Marcus Aldridge, il jouera jamais pour les Bulls puisque dans la foulée, lui, il est tradé à Philadelphie contre leur pick numéro 13 qui est un certain Thabo Sefolosha, un joueur suisse qui, pour la petite histoire, et c'est une anecdote assez dingue, c'est que lui, donc quand il était à l'école en Suisse, tu sais, à l'école, on te dit qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, etc. Et lui, il s'était dessiné lui-même avec le maillot des Bulls numéro 2, en disant voilà, je veux jouer en NBA, jouer aux Chicago Bulls quand je serai plus grand. Et là, donc, il est drafté par Philadelphie et dans la foulée, il est envoyé aux Bulls. Et il va effectivement porter le numéro 2 une fois à Chicago. Donc c'est une histoire quand même assez folle pour le Suisse, mais voilà, comme quoi des fois les rêves et les aspirations, ça se réalise. Toujours est-il que donc du coup les Bulls ont drafté ce joueur intérieur capable de scorer près du cercle qui leur manquait, mais l'ont envoyé à Portland contre Tyrus Thomas et Kriapa. Et donc il faut donc du coup retrouver ce profil. Et là encore, il y a des décisions extrêmement étranges pendant l'été, puisque les Bulls arrivent à trouver un accord pour signer Ben Wallace. Donc Ben Wallace, alors attention, là pour le coup, 4 fois All-Star, 4 fois meilleur défenseur de l'année, plusieurs fois meilleur rebondeur, champion NBA avec les Pistons en 2004. Énorme palmarès, méga star, et c'est vrai que d'une équipe de jeunes où l'expérience fait encore pas mal défaut, avoir un joueur comme ça qui est vraiment un joueur comment dire, très réputé dans la ligue, qui est vraiment à un niveau assez élevé, qui est très respecté, etc. Bah, les Bulls n'avaient pas eu ça depuis très très longtemps. Il y a tout simplement pas eu de joueurs des Bulls All-Star depuis le départ de Jordan, Pippen, etc. Euh, le problème, c'est que Ben Wallace, il a 32 ans à ce moment-là, mais surtout, euh, c'est pas du tout le profil recherché. C'est l'anti-Eddie Curry, quoi. Autant Eddie Curry, il était capable de scorer près du cercle, etc., mais défensivement, c'était pas top. Bah Ben Wallace, c'est l'inverse. Ultra spécialiste défensif, comme on l'a dit, hein, 4 fois de suite meilleur défenseur de la ligue. Euh, mais par contre, au niveau du scoring, c'est pas du tout son truc, quoi. S'il met 6-7 points par match, c'est le bout du monde, quoi. Donc c'est vrai que ce choix-là est un petit peu étrange de la part des Bulls, d'autant que c'est un profil qui est finalement assez similaire à Tyson Chandler, qui lui, du coup, le lendemain de l'annonce de l'arrivée de Ben Wallace, est tradé. Donc
là aussi, c'est un petit peu bizarre. Donc, Ben Wallace, lui, signe pour 4 ans et 60 millions de dollars. Et Tyson Chandler, qui avait, lui, signé un contrat à 63 millions sur 6 ans l'année précédente, est tradé pour bah, voilà, faire un petit peu de place financièrement aussi. Et puis aussi parce que bah, ça fait un peu doublon avec deux joueurs au profil extrêmement similaire. Donc Tyson Chandler, lui, il s'en va à New Orleans contre PJ Brown qui a 37 ans. Et J.R. Smith, oui, le J.R. Smith, qui lui, à peine une semaine plus tard, sera de nouveau tradé à Denver contre des pics de draft, etc. Donc c'est des mouvements un petit peu particuliers cet été-là. On a drafté ce qu'il nous fallait, mais on l'a expédié ailleurs pour un joueur jeune et athlétique. On signe à prix d'or un vétéran qui ne correspond pas forcément à ce qu'on recherchait à la base. On fait partir un autre jeune qui était dans un profil similaire pour économiser de l'argent. Enfin bref, beaucoup de moves assez étranges au moment de débuter cette saison régulière qui, hasard du calendrier, se fait à Miami. L'équipe qui nous a sorti des playoffs l'année précédente et qui est allée chercher le titre. Donc en plus, voilà, quand les Bulls se pointent à Miami, et ben c'est la remise des bagues, etc. Il y a toute la cérémonie, la levée de la bannière dans le plafond de la salle, etc. Et peut-être un petit peu parce que le Heat voilà, est vraiment dans l'ambiance de la fête, etc. et pas trop concentré sur le match. Chicago va les exploser chez eux. Ils vont leur mettre une bonne crevée, 108-66. Donc quand même pas anodin comme score. Avec donc les débuts de Ben Wallace, Sefolosha qui met 11 points en sortie de banc en profitant de la fin de match, tu vois, pour avoir du temps de jeu vu qu'il y avait un écart considérable. Euh, Enfin bref, voilà, une première sortie assez convaincante, mais malheureusement un petit peu sans lendemain, parce que justement le lendemain, les Bulls sont à Orlando pour terminer leur trip en Floride, et s'inclinent de 15 points sur le parquet du Magic, avant de perdre leur premier match à domicile face aux Kings d'un point, avec une fin de match un petit peu étrange. Donc voilà, début pas forcément de rêve. Ensuite, il y a une victoire quand même assez large face à Milwaukee avec 37 points de Ben Gordon. Mais un Ben Gordon qui, après ce match-là à 37 points, va cumuler 2 points à 1 sur 10 et 3 points à 1 sur 8 lors des deux matchs suivants, au point de sortir du 5 de départ. Donc Scott Skiles va modifier un petit peu son 5 et va également intégrer Nocioni au 5 à ce moment-là. Euh, Avant un road trip qui va être un petit peu compliqué, encore une fois, hein, un petit peu comme tous les road trips, on l'a déjà expliqué dans la vidéo précédente. Les circus trips de fin novembre sont toujours compliqués pour les Bulls depuis, encore une fois, la fin de l'époque Jordan. Et ce coup-ci, ça ne fera pas exception. 6 défaites consécutives. Il y a un match où Ben Gordon met 36 points en sortie de banc à Houston, mais malgré tout, ça ne suffira pas. Et puis surtout, bah voilà, encore quelques cartons. Tu perds de 12 points à Dallas, tu perds de 17 points à San Antonio, tu reviens à Philadelphie, t'en prends encore 15. Donc le début de saison est encore un petit peu compliqué. 2-8 à ce moment-là, ça, c'est un petit peu du mal à se mettre en place, pas encore d'automatisme, etc. Avant, un mois de décembre beaucoup plus rayonnant et une grosse série avec 12 victoires en 13 matchs. Et là, c'est l'inverse. Non, avant, tu te faisais cartonner. Et puis là, c'est toi qui cartonnes un petit peu. Tu mets plus 17 au Knicks, tu mets plus 18 contre Washington et Boston. Philadelphie, tu leur mets plus 27, ce qui est quand même pas rien, avec 31 points encore de Ben Gordon en sortie de banc. Et puis 2 jours avant Noël, tu pulvérises les Bobcats avec 39 points d'écart. Et à ce moment-là, tu te retrouves avec 16 victoires, 11 défaites, ce qui est déjà beaucoup mieux et plus en rapport avec les ambitions de la franchise. Et à ce moment-là, oui, tu te rends compte quand même qu'il y a des joueurs qui sont vraiment en train de progresser, comme Nocioni, justement, donc qui est retourné dans le 5 et qui est euh, de plus en plus régulier et de plus en plus patron, avec sa défense de tous les instants, son énergie, son agressivité, on en a déjà parlé, mais il devient encore un meilleur shooter que les saisons précédentes. Il s'écarte de plus en plus pour mettre des 3 points, donc il crée plus de spacing encore. Et un petit peu à l'inverse de Luol Deng, par contre, Luol Deng, euh, qui aime parfois décaler en poste 4 et qui score beaucoup intérieur. Et c'est un des seuls joueurs des Bulls, on va y revenir, qui arrive vraiment à avoir du scoring inside.
Et heureusement parce que il prend peu de shoot à 3 points et il en met très peu, donc c'est pas plus mal s'il en prend pas parce qu'il a vraiment des pourcentages à 3 points qui sont assez tristes, assez faibles. Mais par contre à l'intérieur, voilà, il a un bon jeu de feinte un bon jeu de feinte près du cercle et puis voilà, physiquement il a pris beaucoup plus de muscles que sur les 2 saisons précédentes, donc il arrive un peu plus à s'imposer inside, aller voilà, jouer en post-up, mettre des paniers, voilà, des lay-ups avec la planche, etc. Il va sortir une super saison. D'ailleurs, il va quand même tourner à 51,7% au shoot cette année-là, ce qui est de très très loin sa meilleure performance à lui à ce niveau-là. Et puis il va tourner à presque 19 points par match. Donc il va vraiment s'imposer comme un joueur d'avenir parmi les jeunes joueurs de cette équipe, des joueurs sur lesquels compter sur la suite. Et voilà, et en plus un joueur extrêmement régulier, tu vois. Il y a pas, il y a très peu de soirs où voilà, il est pas impliqué. Où il y a un soir où il met 8 points, un autre où il en met 12, mais je veux dire, la plupart du temps, il est autour des 20 points. Voilà, il est une menace constante sous le cercle, mais le problème, c'est qu'il est un petit peu le seul à ce niveau-là, parce que, comme prévu, Ben Wallace apporte pas grand chose au niveau du scoring inside et voilà, il fallait s'y attendre. Alors il est toujours, voilà, il arrive à prendre plus de 10 rebonds par match, ça reste un défenseur encore une fois très solide. Lui et Kirk Henrik finiront dans le deuxième meilleur 5 de la saison NBA, mais voilà, tu sens qu'il est quand même déjà à 32 ans et demi sur un, tu vois, il commence un petit peu à être sur le déclin. Et puis voilà, il a des pourcentages qui sont absolument catastrophiques. Déjà, il score 2 ou 3 points de moins en moyenne par match par rapport aux saisons précédentes à Détroit. Et puis avec des pourcentages qui sont loin d'être ce qu'il affichait avant. Tu vois, c'est un petit peu en baisse de sa part. Donc c'est vrai que c'est un petit peu étrange. Donc il a vraiment du mal à exister autre que par sa défense et un petit peu quand même son leadership, son vécu, parce que voilà, il a quand même un certain bagage. Donc quand les autres joueurs, enfin les autres joueurs l'écoutent quand il parle, quoi. Parce que voilà, c'est le seul qui a été All-Star Game, c'est le seul qui a été élu qui a été meilleur défenseur, etc. Donc il a quand même cette expérience et ce vécu. Il a été champion NBA. Donc voilà, mais à part ça, voilà, sur le parquet en lui-même, hors parquet, il apporte beaucoup, mais sur le parquet, ça reste encore très très compliqué à mettre en place. Et puis un autre joueur qui déçoit énormément, c'est Tyrus Thomas. À part un petit peu comme Eddie Robinson quelques années avant lui, à part quelques dunks ultra spectaculaires et quelques gros contres qui montrent, enfin, qui le font apparaître dans les top 10, on voit pas grand chose, quoi. C'est pas forcément un super shooter, c'est pas un mec très régulier, pas un défenseur solide, à part justement sur ses contres où il utilise ses longs bras et ses qualités athlétiques. Mais voilà, au niveau de son placement, tout ça, c'est quand même pas fameux. Et puis il va se distinguer par une anecdote assez peu valorisante, c'est qu'il est invité par la NBA pour participer au concours de dunk à la coupure All-Star. Et donc il le fait, mais tu sens il s'en fout un peu, il est pas du tout motivé par le truc. Et il dira ensuite qu'il a participé au concours uniquement pour la prime que la NBA donne aux joueurs qui font le concours. Et il aurait mieux fait de se taire parce que la NBA va lui infliger une amende du double de cette prime. Donc comme quoi, voilà, il aurait mieux fait de fermer sa gueule sur ce coup-là. Mais voilà, c'est vrai que c'est un joueur qui a un petit peu de mal à se fondre dans le moule et dans les systèmes de Scott Skiles. Et puis voilà, les Bulls, malgré donc il y a eu une super série de victoires en décembre, mais ça a encore du mal à enchaîner. Au mois de janvier, tu as 3 défaites, 3 victoires, 2 défaites, 3 victoires. C'est un petit peu en dents de scie. Donc ça permet pas vraiment encore de décoller. En plus, début février, t'as Notchuni qui se blesse à la voûte plantaire lors d'un déplacement. Enfin, il loupe. Enfin voilà, dans un road trip, le premier match qu'il loupe, c'est à Utah. Et à ce moment-là, on se dit c'est bizarre quand même que Notchuni loupe ce match-là, parce que jusqu'ici, il avait loupé que 2 matchs en NBA depuis son arrivée, et c'était 2 fois pour des suspensions. Il a jamais été blessé, il a toujours été là. Et du coup, le fait qu'il loupe 2 mois sur blessure, c'est que c'est vraiment sérieux, c'est vraiment grave. Parce qu'avant, il serrait les dents, il se disait c'est pas grave, allez, je joue, je suis blessé, mais c'est pas si grave. Là, pour qu'il loupe 2 mois, c'est que c'est vraiment violent. Donc voilà, grosse blessure à la voûte plantaire, il peut vraiment,
vraiment pas joué. Donc ça aussi, ça aide pas beaucoup les Bulls dans leur quête de régularité et de montée en puissance. Malgré tout, au All-Star Game, ils ont un bilan un petit peu au-dessus de 50%. Ils sont à 29-25, donc c'est quand même pas si vilain que ça, même si voilà, ça reste en dents de scie. Euh, après la coupure All-Star, il y a une série de 6 victoires, 2 défaites après la reprise, et notamment une victoire à Milwaukee en prolongation où Ben Gordon claque 48 points dans un duel face à Michael Reed qui est monstrueux, où les deux s'échangent des paniers dans tous les sens. Il me semble que Michael Reed il finit à 51 points sur ce match-là. Enfin bref, un truc assez fou. Et puis il y a une défaite à Miami de 33 points, début mars, mi-mars. Et là, Scott Skiles, il pète un câble, alors que bon, le bilan est encore assez positif à ce moment-là, mais voilà, il en a marre de cette irrégularité, tu sais pas ce qui va arriver d'un soir à l'autre, tu sais pas à quoi t'attendre. Et là, après cette défaite-là, Scott Skiles, il va vraiment dans le vestiaire pourrir tout le monde, il va leur dire, mais il va leur quête vérité à tout le monde, il va les pulvériser. Et ça va avoir l'effet escompté parce que dès le lendemain, donc encore une fois, après le match à Miami, les Bulls se rendent à Orlando dès le lendemain et les Bulls s'imposent sur ce match-là de 24 points. Donc voilà, il a un petit peu remis les pendules à l'heure avec tout le monde et les Bulls ont réagi parce que voilà, peut-être qu'avec le bilan qui était plutôt correct, les Bulls se disent ouais ça va, on va aller en playoff, mais on cherche pas plus haut, on est bien. Après cette défaite de 33 points sur le parquet de Miami, Scott Skiles il a fait non les gars, avec moi ça passe pas, on n'est pas déjà en vacances là, il faut vite remettre un coup de collier. Résultat, les 19 matchs qui restent après ce match à Miami, les Bulls signent 14 victoires, 5 défaites. Donc plus 24 sur le parquet d'Orlando pour le premier match après ça. Ensuite ils vont à Boston, ils s'imposent de 16 points là-bas. Et puis voilà, au fil de la saison, il y a d'autres cartons comme ça, plus 29 face aux Knicks, plus 19 face à Charlotte, plus 33 à Washington. Entre-temps, Nocioni est revenu et retrouve un petit peu ses marques. Et le dernier match de la saison régulière, c'est contre les Nets à New Jersey. Et les Bulls perdent ce match-là. Et ça aura un petit peu des conséquences au classement, puisque malgré tout, malgré cette défaite, grâce à ce super run en fin de saison, les Bulls affichent un bilan de 49 victoires, 33 défaites, donc ce qui est leur meilleur bilan depuis, on va encore une fois y revenir, depuis l'ère Jordan, Jackson et compagnie. Leur meilleur bilan est le troisième meilleur bilan de la conférence Est, tout en étant le troisième bilan de la division. Parce que voilà, il faut savoir que donc c'est la troisième année à ce moment-là en NBA où il y a trois divisions par conférence. Avant ça, il y en avait que deux avec une division à 8 équipes, une division à 7 équipes. Mais comme ensuite il y a eu 30 équipes et 15 de chaque côté, ils ont divisé par trois divisions de 5 équipes. Comme ça, tout le monde a le même nombre d'équipes dans sa division, etc. Donc là, on en est à la troisième saison où c'est comme ça. Et les trois meilleurs bilans de la conférence Est sont dans la division centrale des Bulls, puisque Chicago termine avec 49 victoires, 33 défaites. Les Cavs, qui vont aller en finale NBA cette saison-là, terminent avec 50 victoires, donc juste devant les Bulls. Et le meilleur bilan, c'est les Pistons avec 53 victoires. Donc comme quoi, ça s'est vraiment joué à pas grand-chose au final. Et c'est pour ça que Scott Skiles a poussé une gueulante après la défaite à Miami où il s'est dit il y a quand même moyen d'aller chercher plus haut que ça, donc faut pas se relâcher, faut finir la saison en trombe. Donc voilà, les Bulls ont quand même fait une belle grimpée au classement sur la fin, terminant donc à la troisième place avec l'avantage du terrain, etc. Et ils retrouvent Miami. Une équipe de Miami qui a eu un petit peu de difficulté après son titre l'année précédente avec pas mal de blessures et peut-être un petit peu moins de motivation aussi parce que voilà on est champion donc voilà tu vois, il y a un petit peu de relâchement etc. Donc Miami a connu une saison régulière un petit peu plus difficile avec voilà des blessures, des méformes etc. Et les Bulls eux arrivent en playoff donc en pleine confiance avec ce super run et aussi euh, en forme parce que donc à part la blessure de Nocioni, il n'y a pas eu grand chose, mais surtout, et ça c'est une des caractéristiques marquantes de la période Scott Skiles aux Bulls, le temps de jeu est extrêmement bien partagé. Il suffit de regarder donc sur les saisons où Scott Skiles est l'entraîneur de l'équipe,
Les plus gros temps de jeu, c'est 35-36 minutes par match, quoi. C'est Kirk Henrik, c'est le Holding, 37 minutes maximum. Et voilà, t'as plein de joueurs qui sont derrière entre 20 et 32 minutes de temps de jeu, tu vois. C'est assez, tu vois, y a pas, comment dire, un groupe de 8 joueurs qui se partagent le principal du temps de jeu et puis après tu fais jouer les autres voilà, quand il y a des blowouts, etc. Non, là, même le 10, 11e homme de l'effectif, il a ses 20 minutes pratiquement par soir, pas garanti, mais voilà, il a du temps de jeu, il a l'occasion de se montrer, etc. Tout le monde parce que comme c'est des systèmes qui sont très exigeants, voilà, c'est bien que tout le monde puisse jouer afin de faire souffler les autres, etc. Donc la répartition des minutes et du temps de jeu est extrêmement bien établie avec tout le monde. Ça permet à des joueurs comme Chris Dion, par exemple, euh, de se montrer. Il faut savoir que Chris Dion, quand il a été drafté au deuxième tour par les Bulls comptaient pas sur lui. Et il est allé chercher son temps de jeu grâce à une super pré-saison et du coup il s'est retrouvé titulaire pour son premier match Enfin, il a été rapidement titulaire dans les systèmes de Scott Skiles parce que voilà, c'est un joueur qui est un petit peu comme lui d'ailleurs, tu vois, qui est dur au mal, qui est très exigeant, qui a une super vision du jeu, très bon passeur, mais voilà, qui met le collectif avant lui. Et il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe-là qui sont voilà, qui mettent le collectif avant leurs prestations individuelles. Et c'est un petit peu aussi pour ça que Scott Skiles a réussi à en faire quelque chose. Mais voilà, grâce à cette gestion des minutes et des temps de jeu de chacun, les Bulls démarrent ces playoffs-là en étant déjà en grande forme et avec beaucoup de confiance vu la fin de saison et une équipe de Miami en face qui a pas mal galéré. Et d'ailleurs, ça va se voir dès le premier match parce que les Bulls euh, prennent un petit peu les choses en main d'entrée, prennent 13 points d'avance assez rapidement dans le troisième quart-temps. Euh, et font un petit peu leur loi sur ce match, même si bon bah il y a quand même du répondant côté Miami avec Dwayne Wade, même si Shaq est diminué, etc. C'est quand même les champions en titre et ils ont du répondant. Ils reviennent à un point à 38 secondes de la fin de ce match 1, mais Luol Deng signe un énorme rebond offensif qui va ensuite envoyer Ben Gordon au lancer franc pour conclure ce match-là de la bonne manière et s'imposer 96-91 et prendre le premier match à domicile. Euh, et le match 2 sera un petit peu. Alors là, par contre, sur ce match 1, c'est vrai que le duo Luol Deng-Ben Gordon aura vraiment cartonné parce que Luol Deng finit à 33 points, 8 rebonds, dont ce rebond offensif précieux en fin de match. Et Ben Gordon, lui, par contre, il passe pas loin du triple-double avec 7 rebonds, 11 passes décisives, 24 points. Mais, et malgré tout, tu vois, l'écart est pas immense parce que voilà, Miami a eu du répondant. Mais derrière, les Bulls retiennent un petit peu la leçon. Et justement, ça va être un petit peu une histoire de run ces playoffs. On va y revenir un petit peu là sur un peu tous les matchs. Mais ça va être une histoire de run. Parce que voilà, au match 2, pareil, les Bulls font un gros écart dans le troisième quart-temps. Mais cette fois-ci, ils vont réussir à le maintenir malgré les efforts de Miami pour revenir. Mais Luol Deng va inscrire 20 de ses 26 points dans la deuxième mi-temps et permettre aux Bulls de creuser l'écart et de maintenir cet écart au point de s'imposer de 18 points sur ce match-là, 107-89 avec encore 27 points de Ben Gordon. Donc le duo Deng-Gordon fait vraiment beaucoup de dégâts face au Heat parce que voilà, grâce à leur puissance physique pour Deng et la vivacité pour Ben Gordon et cette capacité à rentrer des shoots d'un peu partout, tu vois, d'enchaîner 10 points de suite comme ça en claquant des doigts. C'est vrai que face à Miami qui a un petit peu de mal physiquement à tenir, ça occasionne beaucoup de dégâts. Ensuite, la série va à Miami pour le match 3 et là encore, bon ben, beaucoup de runs, même si cette fois-ci c'est Miami qui est devant grâce à Dwayne Wade qui enchaîne les paniers clutch, etc., les belles actions et même en défense. Et Miami mène de 7 points dans le quatrième quart-temps, mais là les Bulls vont justement sur la fin de match, en étant un peu plus frais probablement, signer un énorme run 21-5 dans les dernières minutes pour finalement s'imposer avec dans ce run là justement Ben Gordon qui claque 10 points en un rien de temps et qui sème le bordel dans la défense du 8. Il va finir avec 27 points. Kirk Henrik va en mettre 22, Luol Deng va en mettre 24 et les Bulls vont s'imposer grâce à cet énorme run en fin de match et mener 3-0 face au Heat qui est quand même champion en titre.
ce qui est quand même pas rien. Même si leur saison est compliquée, il faut quand même pas sous-estimer le cœur d'un champion, comme disait Rudy Tomjanovic dans les années 90. Euh, et d'ailleurs, voilà, c'est un petit peu la même chose au match 4. Encore une fois, Miami est devant et se révolte pour éviter de se prendre un sweep qui serait quand même assez traumatisant. James Posey prend 18 rebonds. Alonzo Mourning du banc fait beaucoup de dégâts aussi avec des points près du cercle. Mais encore une fois, Miami est devant vers la fin, mais les Bulls signent un run 14-2 dans les 5 dernières minutes pour s'imposer de 13 points au final, 92-79, et signer un sweep qui est quand même assez invraisemblable quand on y pense. Parce que c'est quand même les champions en titre, même si leur saison a été plus compliquée que l'année d'avant qu'ils ont terminé par le titre. Même si personne ne les voyait aller faire le back-to-back, parce que voilà, il y a eu beaucoup de difficultés, de blessures, etc. On en a parlé. Il faut quand même leur mettre 4-0, quoi. Les Bulls c'était quand même euh, annoncé favoris avant le début de la série, mais de là à leur mettre un sweep, c'était quand même assez improbable, et donc le faire comme ça sur leur parquet, en plus avec les 2 premières victoires en playoff à l'extérieur depuis le retour en playoff de cette équipe, c'est quand même pas rien, donc l'exploit est quand même assez fort. Et d'ailleurs, donc voilà, la première victoire des Bulls en playoff, enfin la première victoire sur une série de playoffs depuis 98, c'est quand même pas anodin. Et du coup, pour fêter ça, les retrouvailles se font avec un vieil ennemi, les Detroit Pistons. Euh, bon, alors, c'est la première série entre les Bulls et les Pistons depuis 91 où les Bulls leur avaient mis un sweep et les Pistons étaient partis avant la fin en refusant de serrer la main des Bulls, etc. Mais voilà, entre-temps, bon, la rivalité a quand même énormément diminué. Hein. C'est plus autant, heureusement d'ailleurs, parce que bon, ça fait quand même 16 ans. Heureusement que entre-temps, ça c'est quand même beaucoup moins, c'était beaucoup moins hardcore quand les deux équipes s'affrontaient. Néanmoins, le fait que Ben Wallace soit passé des Pistons aux Bulls pendant l'intersaison, ça a un petit peu parfois ranimer un peu la flamme, tu vois, il y a eu quelques déclats, des polémiques, mais c'était surtout entre les fans, c'était pas vraiment entre les joueurs. Mais, euh, mais voilà, retrouvailles avec les Pistons pour la première fois que les Bulls se retrouvent en demi-finale de conf. Une équipe des Pistons qui a donc été championne en 2004 et qui vise une 5e finale de conférence consécutive. Donc ils sont eux vraiment sur une très très belle série à ce moment-là de leur histoire. Et les Bulls, eux, donc, sont sur la pente ascendante malgré tout. Mais les Pistons, c'est quand même autre chose défensivement. Et on va s'en rendre compte dès le premier match. Parce que autant Ben Gordon sur la série face aux Heat, il s'est promené, il a cartonné. Là, premier match face aux Pistons, boum, il est limité à 7 points. Très peu de shoot. Il est vraiment mis de côté. Et l'ensemble des Bulls, d'ailleurs, sur ce premier match au Palace de Détroit, ils vont mordre la poussière, quoi. Ils vont être limités à seulement 69 points, à peine 33% au shoot, donc ils vont être vraiment mis sous les traits noirs par la grosse défense des Pistons. Même avec le départ de Ben Wallace, les Pistons ont gardé une identité défensive forte, avec Rashid Wallace, avec Prince, Billups, Hamilton. Il y a eu le renfort de Chris Webber, qui n'est pas forcément un défenseur de fou, mais plus un scoreur. Lui, pour le coup, aurait été une bonne pioche pour les Bulls dans son profil, mais bon, bref. Euh, Toujours est-il que les Bulls se font pulvériser au premier match, 95-69, beaucoup plus d'intensité de la part des Pistons par rapport à la fougue des Bulls, mais qui est parfois un petit peu désordonnée. Et puis voilà, t'as toujours quelqu'un du côté des Pistons, que ce soit Rip Hamilton ou Billups ou Prince pour rentrer des shoots importants quand il le faut. Et c'est d'ailleurs un petit peu comme ça que ça va se passer au match 2. Parce que le match 2, d'entrée, ils vont se faire prendre à la gorge les Bulls et ils vont jamais réussir à faire quoi que ce soit dans ce match. Dès le premier quart-temps, il y a -16 et on va pas revoir les Bulls du match, quoi. Les Pistons vont maintenir la pression, l'intensité tout au long de la partie. Et au final, ça va être une vraie crevée, 108-87. Et les Bulls vont absolument pas exister dans ce match. Ils n'auront jamais l'occasion de revenir sous les genre 12-10 points et mettre un peu la pression sur les Pistons. Non, les Pistons vont jamais laisser cette occasion arriver. Donc à l'expérience, au vécu, à l'énergie, à l'intensité, ils réduisent les Bulls au minimum et ils mènent rapidement 2-0 dans la série.
avec le retour à Chicago pour un match 3 qui va être assez invraisemblable parce que les Bulls se disent bon, notre seul moyen de contrecarrer les Pistons, c'est d'aller à fond la caisse. Aller à 200 à l'heure, dès qu'on a le ballon, on fonce, on attaque le cercle, on met des shoots. Mais parce que voilà, défensivement, si on arrive à faire en sorte d'aller les attaquer avant que la défense se mette en place, c'est notre seul espoir. Et en première mi-temps de ce match-là, ça marche plutôt bien puisque les Bulls atteignent la pause au United Center face aux Pistons dans ce match 3 en menant 44-28. Seulement 28 points accordés aux Pistons dans cette première mi-temps au United Center. Et même au milieu du troisième quart-temps, il n'y a que 38 points au compteur pour les Pistons. Mais ça dure pas. Parce qu'il y a un duo, le duo Billups-Tyson Prince, qui se met à enchaîner les shoots dans tous les sens. Si bien que dès la fin du troisième quart-temps, il n'y a plus qu'un point d'écart. Les Bulls se sont fait remonter totalement. Les Pistons reviennent à 61-60, c'est le score au début du quatrième quart-temps. Et là, les Bulls, ils paniquent. Ils disent putain, on avait une belle avance, on les a maintenus. Et puis là, ils nous scorent sur la tronche pratiquement à chaque possession. Les Bulls vont se liquéfier, ils vont disparaître. Ils vont inscrire seulement 13 points dans le quatrième quart-temps. Et ils vont finalement s'incliner sur ce match 3, 81-74. De manière assez cruelle. Donc ils avaient surdominé la première mi-temps et puis ils se sont totalement écroulés dans la deuxième. Et je retrouve mené 3-0 avec le spectre d'un sweep qui serait quand même assez violent. Donc du coup, ils ont la bonne idée d'attendre le troisième quart-temps au match 4 pour placer un gros run et cette fois-ci tenir. Euh, malgré tout, les Pistons sont les Pistons et reviennent un petit peu dans ce match-là et effacent presque un retard de 23 points, parce que les Bulls menaient de 23 points dans le troisième quart du match 4, et les Pistons reviennent à 7 points à quelques minutes de la fin dans le quatrième quart-temps. Sauf que cette fois, les Bulls ont retenu la leçon, ils se sont dit oh, calme, cette fois-ci on gère, et arrivent quand même à remporter ce match-là et faire un bon écart sur les dernières minutes et s'imposer 102-87 pour enfin gagner un match dans la série et retourner à Détroit. Euh, où là tout le monde se dit bon, de toute façon voilà, ça va pas durer bien plus que ça, les Bulls voilà, ils vont à Détroit mais ça va pas durer, et pourtant ce sont les Bulls qui prennent le meilleur départ mais de très très loin dans ce match 5. Peut-être un petit peu inconsciemment les Pistons se disent ouais bon, de toute façon voilà, il nous reste un match à gagner, ça va être assez vite réglé vu comment, ça s'est passé au match 3 et même au match 4. Les Bulls avaient une belle avance et puis au final on est revenu, même si on a perdu le match, on a pas mal réduit l'écart et ça s'est joué sur pas grand chose à la fin. On sait que voilà, si les Bulls font encore un run, on est capable de gérer. Sauf que là, les Bulls vont faire un énorme run parce qu'en première mi-temps ils vont shooter à 72%. Et être vraiment voilà, mené de 21 points, même encore dans le troisième quart-temps, avec un énorme run. Et cette fois-ci, les Pistons vont pas être capables de revenir. Et les Bulls vont s'imposer sur ce match 5 pour revenir à 3-2, voilà, 108-92, avec un Ben Gordon monstrueux qui fait 28 points, 10 sur 16 au shoot, 5 sur 6 à 3 points. Enfin bref, les Bulls arrachent un game 6 à Chicago et relancent un petit peu la série, même si bon, tu te dis que voilà, c'est quand même un petit peu, pas par hasard, mais voilà, quand même, on a pris 2 matchs face à cette équipe des Pistons, ça va être compliqué de faire beaucoup mieux que ça, et puis effectivement, les Pistons vont aller au match 6 à Chicago et rentrer énormément de shoot clutch avec Rip Hamilton, avec Tyson Prince encore. Enfin voilà, quand c'est pas Billups, c'est Hamilton, quand c'est pas Hamilton, c'est Tyson Prince. Enfin, t'as le danger qui vient de partout sur les lignes arrière des Pistons avec Chris Webber à l'intérieur aussi. Enfin bref, c'est vraiment une équipe extrêmement solide qui va finir à l'expérience aussi par prendre l'avantage et s'imposer 4-2 dans cette série et donc aller une nouvelle fois en finale de conférence. Avec aussi du hack Ben Wallace, parce que Ben Wallace il va shooter 6 lancers francs par match sur cette série. Avec les Pistons qui se font pas prier pour l'envoyer au lancer franc dès que possible. Hein, et Ben Wallace il va shooter à 44% au lancer franc sur la série, avec 6 lancers par match. Et d'ailleurs, Ben Wallace, voilà, c'est un des pires. Je me demande si c'est même pas le pire pourcentage au lancer franc de l'histoire de la NBA, avec genre 1000 lancers francs tentés en carrière. Il me semble à un moment en tout cas
il était le pire. Je sais pas si ensuite personne l'a dépassé, enfin n'a fait pire. Mais voilà, c'est vrai qu'au lancer franc, ben voilà, c'était une catastrophe absolue. Et du coup, ben, les Pistons ont joué sur ça. Et comme du coup, ben après, Scott Skiles l'enlevait du parquet, ben, il y avait vraiment plus beaucoup de défense intérieure pour combler quand il n'était pas là. Donc du coup, ben, les Pistons en ont aussi profité pas mal de ça. Euh, donc les Pistons se qualifient, la saison des Bulls est terminée, mais malgré tout, voilà, c'est quand même à ce moment-là l'apogée des Baby Bulls, quoi. Une saison à 49 victoires, qui est donc leur record sur les 8 dernières saisons. Pour la première fois, ils passent un tour en playoff, avec en plus un sweep sur le champion en titre. À ce moment-là, c'est quand même, tu te dis, cette équipe des Bulls, elle est for real, quoi. Tu vois, tu te dis, il y a quand même de très très bonnes choses dans cette équipe. Malgré tout, tout n'est pas rose, évidemment, parce que Ben Wallace, voilà, on l'a signé à prix d'or et il est loin d'aligner les prestations qu'on aimerait voir de sa part. Et puis bon, on s'en doutait dès le début que le profil n'était pas forcément le profil recherché. Donc c'est un petit peu étrange. Il y a sûrement des choses à régler à ce niveau-là. Et pourtant, dans l'intersaison, les mouvements sont pas nombreux. À la draft, quand même, on récupère un pick numéro 9. Là encore, avec des trades bien mis en place. Et on a le pick numéro 9 et on draft un intérieur, pour le coup, un certain Joakim Noah, premier français de l'histoire des Chicago Bulls, donc drafté avec le pick numéro 9, et donc voilà, un intérieur, lui, là aussi au profil défensif, pas forcément scoreur, mais voilà, vu que, comme on l'a expliqué, Ben Wallace est souvent pas là dans les fins de match, parce que voilà, les autres équipes l'envoient au lancer franc, et du coup, ben, c'est pas une bonne chose de l'avoir sur le parquet à la fin, avec un gars comme Joakim Noah qui est un peu meilleur au lancer franc, qui est pas un spécialiste des lancer franc, mais qui est quand même un peu plus solide. Voilà, ça peut être une alternative, même si voilà, c'est aussi un joueur qui est un peu meilleur au scoring sous le cercle que Ben Wallace, voilà, capable de mettre des hooks, de s'écarter un petit peu à 3-4 mètres, mais pas plus, surtout à ce moment-là, à son année rookie. Mais bref, les mouvements sont assez limités. On re-signe notre chenille sur le long terme. On lui signe un contrat de 5 ans à 38 millions de dollars. Mais la grosse rumeur qui va animer l'été des Chicago Bulls, c'est Kobe Bryant. Parce que Kobe Bryant, à ce moment-là, aux Lakers, il en a un peu marre. Il demande son trade. Il exige d'être tradé de la part des Lakers. Et il aimerait bien aller à Chicago. Le problème, c'est que pour que Chicago puisse monter ça et pour faire une offre qui intéresse vraiment les Lakers, pour que les Lakers disent ok, on vous lâche Kobe, mais voilà, faut qu'il y ait quand même du lourd en retour. Il n'y a aucune discussion où Luol Deng n'est pas inclus. Seulement Kobe Bryant qui dit ouais, mais moi je ne vais pas aller aux Bulls si il n'y a plus Luol Deng, Ben Gordon, etc. Moi, si j'y vais, c'est pour jouer avec eux, monter un truc et essayer de viser très très haut. Si j'y vais et qu'il y a plus et que tous les autres bons joueurs, on a dû les faire partir aux Lakers dans le trade dans l'autre sens, ça n'a aucun intérêt. Et donc, pendant des semaines et des semaines et des semaines, il y a des rumeurs. Est-ce que Kobe va venir? Parce qu'en plus, lui, il est à fond, il a envie de venir. Il le dit en plus, lui, ça lui fait pas peur de relever le défi de l'après Jordan, tu vois, parce que bon, pendant des années, il y a eu l'ombre de Jordan qui flottait, personne n'était vraiment capable de relever un petit peu les Bulls derrière ça, et puis pour lui, c'est même un challenge excitant, tu vois, ça lui fait pas peur du tout. Et puis au final, ça se fera pas, parce que voilà, comme on l'a dit, les Bulls mettaient beaucoup de monde dans la balance pour le trade et les Lakers, ouais, mais Kobe il dit moi je vais pas aller aux Bulls s'il y a plus Deng, Gordon, etc. Moi c'est pour aller jouer avec eux que j'y vais, c'est pas pour les voir aux Lakers faire le chemin inverse. Donc du coup ça se fait pas. Et quelque part, peut-être que inconsciemment, Luol Deng, Ben Gordon, Kirk Henrik, ça les a un petit peu troublés le fait d'être impliqués comme ça dans des rumeurs de trade parce qu'on va se rendre compte que leur début de saison va être un petit peu compliqué. Ils vont être beaucoup moins adroits, il y aura beaucoup moins de scoring, etc. Enfin bref, on va y revenir un petit peu plus tard. Toujours est-il que ouais, il n'y a pas vraiment de mouvement d'importance de la part des Bulls cet été-là. Et la saison débute par 4 défaites et contre des équipes assez tristounes. À domicile, pour l'ouverture, une défaite en prolongation face à New Jersey, donc qui est quand même pas une super équipe. Derrière, tu vas perdre contre Philadelphie, qui est pas terrible à ce moment-là. Enfin bref, les Clippers aussi. Enfin bref, voilà, un début de saison un petit peu difficile.
Euh, Avant une victoire face aux Pistons, donc voilà, tu gagnes ton premier match de la saison contre les Pistons qui t'ont battu en playoff la saison d'avant, mais derrière ça, tu perds de 30 points face à Toronto. Et avant d'enchaîner avec un circus trip, encore une fois dégueulasse, où tu vas prendre quelques crevés, avec un bilan de 1 victoire, 5 défaites sur le road trip, et 3 matchs, 3 des 6 matchs de ce déplacement à l'ouest, où les Bulls sont limités à 78 points. 78 points seulement sur 3 des 6 matchs. Donc à ce moment-là, Scott Skiles est énormément contesté parce que mine de rien, chaque saison, le début est très compliqué et c'est à chaque fois il faut puiser dans les ressources pour chercher un gros run en fin de saison pour assurer la qualif en playoff ou un meilleur classement, etc. Mais à chaque fois, le début de saison est assez difficile et derrière, il faut donner un gros coup de collier pour revenir. Sauf que là, donc, à part une victoire face à Seattle assez large de 27 points, il y a quand même des défaites assez inquiétantes parce que voilà, c'est soit tu gagnes largement, soit tu perds, mais largement aussi. Il y a une défaite de 25 points à Boston, à domicile face à Houston de 18 points. Donc c'est beaucoup d'irrégularités au point que à Noël, enfin le 24 décembre, après un bilan de 9 victoires, 16 défaites, Scott Skiles est viré. Et donc c'est la fin de l'ère Baby Bulls aux Bulls qui a été tellement folle, qui a apporté tellement de trucs incroyables. Et du coup, ben voilà, Scott Skiles est viré, même si bah, moi perso, je trouve pas que c'était vraiment un bon move à ce moment-là. Mais enfin, toujours est-il que voilà, derrière, Pete Myers le remplace pour un match et va subir une défaite de 15 points contre les Spurs. Et c'est Jim Boylan, pas confondre avec Jim Boylan, l'actuel, parce que il est encore actuellement le coach des Bulls, mais peut-être plus pour très longtemps. Mais voilà, Jim Boylan, qui lui qui était également un assistant de Scott Skiles, qui va prendre le relais pour terminer la saison. Et il va débuter par 4 victoires, 2 défaites, ce qui est plutôt correct, mais ça va pas suffire pour relancer les Bulls, parce qu'en plus les 2 défaites dans cette série-là, c'est 2 défaites en prolongation à domicile. Mais le truc, c'est qu'à ce moment-là, il y a trop d'à côté à gérer en fait pour que les Bulls soient vraiment capables d'enchaîner. Euh, Par exemple, il y a Joakim Noah dans sa saison rookie. Bon, ben, avec sa grande gueule, il s'attire pas mal de foudre de la part de ses partenaires. Il y a même une fois où il s'engueule avec un autre assistant coach, le très réputé Ron Adams, et du coup ça se prend un peu le bec. Il est suspendu de 2 matchs, Joakim Noah, et quand il fait son retour, c'est sur le parquet d'Orlando mi-janvier. Et à la mi-temps de ce match, euh, il rentre dans le vestiaire et il est super énervé parce qu'en fait, ses coéquipiers, donc il y a déjà les Bulls, ils sont déjà un retard de plus de 10 points, et tu les vois sur le banc, tu vois, ils rigolent, ils font des blagues, et Noah, il apprécie pas du tout. Il arrive dans le vestiaire à la mi-temps de ce match-là à Orlando, et il pourrit tout le monde, il dit c'est quoi ce bordel et tout. Ben Wallace, il se lève, il dit c'est quoi ton problème, et les deux, ils commencent à chauffer, tout le monde les sépare parce que ça part un petit peu en vrille dans le vestiaire à ce moment-là à la mi-temps. Et quand le match reprend au troisième quart-temps, les Bulls, ils ont rien, tu vois, il n'y a plus rien dans le moteur, ils sont sans vie, ils prennent un 32-10 dans le troisième quart-temps, et puis au final, ils se prennent un blowout mémorable. À côté de ça, bah, t'as les critiques, Ben Gordon, il en prend plein la tête parce que sa saison est beaucoup moins, enfin, est moins forte. Et même si, et quand il cartonne, les critiques disent que voilà, c'est parce qu'il pense à son futur contrat, parce que voilà, il est en fin de contrat à la fin de saison, il veut, tu vois, donc il fait ses stats un peu pousse à gueule de son côté, mais ça aide pas grand chose. Un petit peu la même chose pour Liu Holding, Kirk Henrik, pareil, comme on le disait, ces trois-là, est-ce que c'est le début de saison, les rumeurs de trade aux Lakers, ça les a perturbés? Toujours est-il que les trois sont beaucoup moins performants, scorent moins, ont une moins bonne adresse. Kirk Henrik, son adresse, elle est passée de plus de 41% à 3 points, elle a chuté à 35%. Il marque pratiquement 5 points de moins par rapport à la saison précédente. Euh, voilà, Liu Holding, il score un peu moins aussi, même si lui, son adresse, paradoxalement, à 3 points a augmenté, il a bien bossé l'été d'avant, mais voilà, il est moins impliqué au niveau du scoring. Ben Gordon, voilà, on lui reproche de scorer un peu pouce sa gueule. Ben Wallace, quand il n'y a pas des critiques, parce que voilà, il met son bandeau, il ne le met pas, parce que alors ça aussi, il faut revenir un petit peu sur l'histoire du bandeau. Euh, les Bulls, assez bizarrement d'ailleurs, avaient une règle où les joueurs n'avaient pas le droit de porter de bandeau. Je
Je crois que c'est John Paxson qui a instauré ça, parce qu'il y a eu des joueurs les années précédentes comme Jamal Crawford, Jalen Rose, Daniel Marshall, etc., qui avaient des bandeaux, on leur disait rien, et quand tout cela ont été tradés et que John Paxson est arrivé, apparemment il y avait une règle comme quoi tu pouvais plus avoir de bandeau, et quand Ben Wallace le mettait, bah voilà, il se faisait engueuler, il a même été suspendu, enfin en tout cas il le mettait, il débutait le match avec son bandeau, il était titulaire, première situation où la balle sort en touche, boum, il est remplacé au bout de 30 secondes de jeu. Et tant qu'il n'enlève pas son bandeau, Scott Skiles le laisse sur banc. Enfin bref, c'est un truc de fou. Et puis au final, les Bulls décident que. Enfin, Scott Skiles laisse les joueurs décider. Il les fait voter. Ils disent voilà, est-ce que pour vous ça vous dérange ou pas? Les Bulls ils disent on s'en branle. S'il veut mettre son bandeau, il met son bandeau. C'est son problème. Qu'est-ce que ça change? Donc bref, ça aussi, c'est une des histoires un peu loufoques de l'époque, l'histoire du bandeau. Tu veux dire, qu'est-ce que ça peut bien foutre qu'un joueur ait un bandeau ou pas? Mais enfin bref. Et donc Ben Wallace, ben, lui, il est clairement sur le déclin. Là, il tourne à 3 ou 4 points par match. Il shoot à 37% au tir sur cette saison-là. Il est en prise de bec permanente avec Noah qui conteste son implication de tous les jours. Il dit que voilà, Ben Wallace, il est en vacances, il fout plus grand-chose. Donc les deux arrêtent pas de se prendre le bec. Lui, sur le terrain, il montre plus grand-chose. Il est dans un déclin total. Ce qui fait qu'au final... à la coupure All-Star, où les Bulls ont un bilan qui est assez vilain de 21 victoires, 31 défaites, pardon. Et voilà, c'est très très vilain à ce moment-là. Ben Wallace est tradé dans un deal à 3 équipes avec Seattle et les Cavs. Les Bulls envoient Griffin à Seattle. Et aux Cavs, ils envoient Ben Wallace plus Joe Smith qu'ils avaient signé pendant l'été. Et les Bulls récupèrent à la place Drew Gooden, Cedric Simons, Shannon Brown et Larry Hughes de la part des Cavs, qui étaient donc finalistes NBA la saison précédente. Hein, ils avaient pris un sweep contre les Spurs. Et donc ces joueurs-là débarquent à Chicago après l'All-Star Game. Et Joakim Noah passe dans le 5 de départ avec le départ de Ben Wallace. Il devient titulaire pour finir la saison sur les 30 et quelques matchs qui restent. Tyrus Thomas obtient plus de temps de jeu pour essayer de faire en sorte que son développement se fasse un peu mieux. Drew Gooden apporte un peu de points en post-up. Larry Hughes, bon, c'est pas un super shooter, voilà. Mais toujours est-il que voilà, ça va vraiment pas faire décoller les Bulls pour la fin de saison, parce que sur les matchs qui restent, il y a une seule série de 2 victoires consécutives, avec d'ailleurs Cleveland dans ces 2 victoires-là. Mais le reste, à aucun moment de cette fin de saison, les Bulls n'arrivent à enchaîner 2 succès consécutifs. C'est toujours une victoire et après il y a une, deux, trois, voire 4 défaites. Enfin bref, et puis voilà, des défaites assez lourdes, quoi. Tu perds 23 points à Boston, tu perds 22 points contre les Spurs, contre Philadelphie, tu perds de 32 points contre Orlando, 33 points, enfin 33 victoires au final sur l'ensemble de la saison. Et c'est assez dingue de se dire que c'est un bilan qui est l'inverse de la saison d'avant. La saison d'avant, on fait 49 victoires, 33 défaites, troisième de la conférence Est, bien placé pour les playoffs, on va en demi-finale de conf. Et là, c'est l'inverse. 33 victoires, 49 défaites, 11e place de l'Est, loin des playoffs. Une fin de saison catastrophique où plein de joueurs ont été bien moins bons que la saison précédente. Il y a eu pas mal de polémiques, les mecs entre eux qui s'entendaient pas forcément. Donc, c'est vrai que c'est une régression assez violente et du coup, les Bulls se disent qu'il y a besoin de pas mal de changements dans cet effectif, d'autant que voilà, il y a Luol Deng et Ben Gordon qui sont en fin de contrat. Il va falloir dégager un peu de pognon si tu veux conserver les deux, avec un contrat intéressant sur la durée pour les deux. Donc il y a quand même pas mal de travaux à faire à ce moment-là. Les Baby Bulls, c'est terminé. Il faut repartir sur un autre projet. Et puis il faut trouver un autre coach parce que Jim Boylan a fait l'intérim, mais voilà, il n'est pas conservé. Donc pendant l'été, les Bulls doivent chercher un nouveau coach, trouver comment prolonger Deng et Gordon. Et puis il y a cette fameuse draft que, où les Bulls n'espèrent pas grand-chose, mais vont bénéficier d'un coup du destin assez extraordinaire. Mais on en parlera dans la prochaine vidéo. Parce que voilà, c'est quand même assez incroyable ce qui s'est passé le soir de la loterie et puis ensuite à la draft. Donc on développera dans la prochaine vidéo parce que là on n'a plus trop de temps sur cette vidéo là. Donc voilà, j'espère déjà que ces 2 saisons-là, voilà, je les aurai assez bien retracées. Je suis revenu sur pas mal de trucs, donc voilà, j'espère que j'ai été assez complet. Hein. Dites-le moi s'il y a des trucs où vous voulez que je développe un petit peu. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite qui promet d'être assez fun. Allez, à très bientôt, go Bulls.